Monsieur le conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, quelle est votre politique de transport? La politique de transport de la Martinique est régie par le choix des Martiniquais de confier la totalité du transport martiniquais à la collectivité territoriale de Martinique, qui en a la pleine délégation. Et la collectivité territoriale de Martinique a choisi de créer pour ça un établissement public qui s'appelle Martinique Transport. J'assume aujourd'hui, depuis quelques mois, la présidence de Martinique Transport. Et à ce titre, nous organisons tout le transport public sur le pays, tout type de transport, et en particulier sur le transport routier, passager et scolaire, mais aussi le transport maritime avec les navettes. Notre ambition, c'est de fédérer un seul réseau unique de transport sur l'ensemble de la Martinique, du nord au sud, en passant par le centre, et de pouvoir créer des capillarités sur l'ensemble du pays pour assurer une grande efficacité de ce transport public. Nous souhaitons aussi créer cette extension que l'on attend du TCSP. C'est un dossier qui a déjà été introduit par ailleurs et que nous poursuivons et que nous allons réaliser avec une extension vers le sud, sur Rivière-Salée, pourquoi pas Sainte-Luce, une extension sur le nord vers le Robert et pourquoi pas Trinité, et une extension sur le nord Atlantique vers Schœlcher. Et puis nous assurons aussi le transport maritime, je l'ai dit, avec des navettes aujourd'hui qui font Pointe-du-Bourg, Fort-de-France et Casse-Pilote. Notre ambition, c'est aujourd'hui d'aller plus loin sur le nord Caraïbes et arriver, pourquoi pas, jusqu'à Grand-Rivière, nous verrons. Et ensuite une extension sur le sud Caraïbes pour arriver vers Anse-d'Arlay, Marais ou Sainte-Luce. Ce sont donc les projets que nous portons. Mais ce qui est clair, c'est que nous souhaitons que le transport public soit un transport de qualité, soit un transport performant, soit un transport sécurisé et fiable. C'est vers ça que nous allons tendre. Alors évidemment, ça passe par des étapes que nous connaissons aujourd'hui, avec des reconfigurations de réseau, avec une part de service public, une part de service privé, etc. Mais ce sont des étapes qui vont nous conduire demain à un transport beaucoup plus clair, beaucoup plus harmonieux. Et à terme, sur la révision du SAR, mais peut-être que nous allons y revenir, nous travaillons d'ores et déjà à Martinique Transport au développement de plan des mobilités à Martinique pour assurer tout type de transport sur le pays et desservir la totalité du pays de manière équilibrée et juste. Ça pourrait être opérationnel pour quand? Mais c'est déjà opérationnel. Je vous dis que c'est quelque chose qui va de transformation en transformation. Aujourd'hui, par exemple, nous avons, cette année 2021 qui vient de s'écouler, nous avons validé le projet du Nord. Les appels d'offres ont été lancés, les délégations de services publics sont en place. Et ensuite, nous allons harmoniser avec le Sud, le Nord et le Centre, de telle sorte que nous ayons quelque chose d'extrêmement bien configuré. L'extension du TCSP. Alors, l'extension du TCSP, vous savez qu'il y a des procédures quand on fait des projets comme ça. Le projet, techniquement, est avancé. Maintenant, il faut respecter un certain nombre de règles, dont la règle du débat public. Il fallait porter à connaissance, avoir un retour, ensuite passer devant la Commission nationale du débat public, exposer les raisons pour lesquelles le projet est fait et quel est le retour de la population, et ensuite passer à la phase opérationnelle. Cette phase opérationnelle va commencer l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine, et nous allons commencer les extensions. Le seul point sur lequel nous n'avons pas encore vraiment décidé du projet que nous allons porter, c'est l'extension sur le nord vers Schœlcher ou vers le campus. Le des handicaps de la Martinique aujourd'hui, c'est qu'après 18 heures à Fort-de-France, oui, il est pratiquement impossible de trouver un taxico pour aller en commune. Pour l'instant, il y a les bus qui fonctionnent et le TCSP fonctionne très tard, jusqu'à 21h, quelquefois à 22h, le TCSP fonctionne encore. Si, le TCSP fonctionne. Il y a aussi les réseaux de bus qui fonctionnent sur le centre et en connexion sur la gare, par exemple, du sud, celle de Carrère, avec des connexions vers le sud. Ce sont des réseaux qui fonctionnent et qui existent. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait. Je serais bien mal à l'aise de vous dire que tout est parfait. Le monde n'est pas parfait, mais nous améliorons. Nous améliorons la qualité du service que nous rendons à la population. Et tout ça, ça a un coût. Parce qu'il faut savoir que Martinique Transport, le budget de Martinique Transport aujourd'hui, c'est 135 millions. Et il y a une forte contribution de la collectivité territoriale de Martinique pour le fonctionnement de ce transport. Et il faut pouvoir assumer avec les moyens qui sont les nôtres. Quelles sont vos ambitions concernant la transition énergétique? Voilà, ça c'est un sujet qui est extrêmement important parce que
il correspond à des ambitions que nous devons légitimement porter. La transition énergétique, la transition écologique, la mutation, les différentes mutations qui sont devant nous doivent être des opportunités de développement pour notre pays. C'est le cas par exemple sur l'énergie, puisque vous me parlez de la transition énergétique. Il faut véritablement que nous changions de braquet de niveau et que nous allions beaucoup plus vite. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui nous sommes à 23,5% d'énergie renouvelable. Nous aurions dû être, d'après la PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, nous aurions dû être, et des engagements internationaux que nous avons pris, nous aurions dû être à 50% d'énergie renouvelable en Martinique. Pour l'instant, nous sommes à 2 fois moins que ça, donc il nous faut rattraper le retard et atteindre les objectifs. Les ambitions que nous avons sont évidemment de multiplier les projets pour atteindre tout ça. Nous le faisons d'abord avec nos propres idées, nos propres moyens. Nous le faisons aussi avec les services de l'État. Nous le faisons aussi avec EDF. Et nous portons des projets. Les projets qui sont les nôtres sont évidemment sur le court terme des projets qui sont autour du photovoltaïque. Deuxième phase sur les éoliennes. Et enfin, troisième phase, nous allons rentrer dans le domaine de la géothermie. La géothermie, nous avons des gisements intéressants, importants. Ces gisements-là sont à la fois en Martinique, sur le gisement du Lamentin pour la production de froid, sur les Anses d'Arlé pour la production d'énergie, et en lien avec la Dominique. Nous avons un contact très étroit avec le Premier ministre de la Dominique pour 100 MW de géothermie issus de la Dominique vers la Martinique. Donc ce sont des projets qui sont là et qui seront réalisés dans un très court terme. EDF a pour objectif aussi de passer sur le biocarburant pour les usines de Bellefontaine, plutôt que du fioul lourd. Et puis nous avons d'autres projets, notamment sur les piles à hydrogène que nous allons développer. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi noter, c'est que, en lien avec la question préalable sur le transport, il nous faut impérativement passer vers le tout électrique et assurer la transition vers les véhicules électriques et développer ici des productions d'alimentation électrique pour les véhicules issus de panneaux photovoltaïques pour permettre une mutation du transport, une mutation des modes de déplacement, arriver vers des déplacements plus doux plutôt que de garder la voiture à essence que nous connaissons. Donc ce sont des projets qui sont là, qui sont devant nous et sur lesquels il nous faut nous appuyer pour construire demain. Il est très clair que nous avons aussi d'autres projets qu'il faut faire avancer. Il y a des bases photovoltaïques notamment. Il y a un projet qui nous a été présenté sur une ferme photovoltaïque sur la Manzo pour utiliser l'espace vide du lac de la Manzo. D'autres projets comme par exemple un projet biomasse avec des productions endogènes de biomasse et puis des projets sur l'éolien offshore qui pourraient représenter 50 mégas pour le sud, ça pourrait être aussi intéressant. Ce sont des projets qui sont sur la table et que nous étudions, mais nous sommes en train de réviser le plan pluriannuel de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE, puisque cette dernière doit être révisée en 2023. Et en 2023, nous aurons un nouveau plan de production énergétique pour assurer une autonomie énergétique de la Martinique. En tout cas, nous allons tendre vers cela en rattrapant le retard pris et pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. En matière d'aménagement urbain, quels sont vos objectifs pour la Martinique? Le premier objectif, c'est d'abord de réviser le SAR. Celui qui vous parle a la responsabilité de la révision du SAR. Ça fait 10 ans que notre schéma d'aménagement régional devait être révisé. Il faut une révision complète du SAR. Le SAR, je le rappelle, c'est le document de prescription le plus haut. Après le SAR, il y a les SCOT, les schémas de cohérence territoriale qui sont portés par les EPCI, donc la CACEM, Cap Nord, Espace Sud. Et puis il y a les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui sont portés par les communes. Mais ce qui préside à l'aménagement du territoire, le premier document de référence, c'est le schéma d'aménagement régional. Ça fait 10 ans que le nôtre doit être révisé. Il ne l'a pas été. Aujourd'hui, nous avons un document qui est complètement obsolète, qui est dépassé, qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, et il faut le revoir de fond en comble. Et c'est pourquoi il nous faut lancer une grande réflexion sur la révision du SAR. Nous avons déjà commencé, la mandature précédente avait commencé à élaborer un PADD, un plan d'aménagement et de développement durable de la Martinique, le PADD Martinique, un peu à l'image de ce que fait la Corse avec le PADUC,
mais nous devons utiliser tous les travaux qui ont déjà été réalisés, notamment sur le plan du diagnostic, pour construire un nouveau schéma d'aménagement régional et prévoir à la fois des zones de développement touristique, la conservation de nos terres agricoles et le développement de l'agriculture, les espaces prévus pour le développement économique, les réseaux, les lieux d'habitation à développer et tous les équipements qui sont nécessaires, par exemple, pour les loisirs, les sports, etc. Donc il y a une vraie réflexion à porter sur le nouvel aménagement du pays Martinique, en lien avec toutes les activités que je viens de citer, et en y incluant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'immobilité, pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer correctement sur le pays et rééquilibrer le développement du pays, de telle sorte que le centre puisse se déconcentrer et qu'on puisse retrouver de la vie et des programmes et des projets sur les zones comme le Nord Atlantique, comme le Sud, etc. Donc rééquilibrer le développement économique du pays au profit, par exemple, de zones qui sont pour l'instant moins développées que le centre, par exemple. Monsieur le maire du Lamentin, quelle attractivité voulez-vous mettre en place pour rendre plus agréable votre ville? Ce projet fait partie du projet pour lequel les électeurs lamantinois m'ont désigné à la mairie du Lamentin. Ils ont fait confiance à un véritable programme de développement de la ville du Lamentin qui est fondé à la fois sur le cœur de ville, avec toute la dimension cœur de ville que porte le projet Lamentin Grand Cœur, et aussi toutes les structures que nous allons développer pour créer des centralités de quartier. Sans rentrer dans beaucoup de détails, l'attractivité se fait par à la fois le commerce, à la fois le dynamisme de cœur de ville, mais aussi par la qualité esthétique, environnementale du site que l'on veut développer. C'est pourquoi sur le centre-ville du Lamentin, par exemple, le programme Lamentin Grand Cœur prévoit un repositionnement et une reprise en main de ce centre-ville à partir de deux structures motrices que nous allons développer. La première sera sur l'espace du Calbassier, que vous connaissez bien, que nous allons réaménager. Et le deuxième moteur sera sur la friche de l'ancien hôpital du Lamentin, où nous disposons aujourd'hui d'environ 5 hectares disponibles et sur lesquels nous allons créer un pôle d'attractivité, de développement et d'innovation. Ces deux pôles-là vont rebooster la ville du Lamentin et nous allons, sur les dents creuses de la ville que nous avons déjà en possession, qui représente environ 5 hectares, nous allons repositionner une nouvelle manière d'habiter le centre-ville et remettre la population au cœur de ville pour créer ce dynamisme que nous attendons sur le centre-ville. Voilà un peu ce que nous souhaitons faire sur la ville, mais évidemment, sans rentrer dans beaucoup de détails, évidemment, tout sera accompagné d'une redéfinition du cadre esthétique urbain de la ville du Lamentin, avec un repositionnement sur les places, le mobilier urbain, et nous allons rendre la ville intelligente. C'est pourquoi nous sommes sur le programme Smart City, ville intelligente et connectée, parce que là, par exemple, ce matin, j'ai lancé le programme du plan lumière numéro 2, qui va complètement changer tout l'éclairage de la ville du Lamentin, avec des lampes à LED, avec un éclairage différent, beaucoup plus esthétique, et qui va nous permettre, sur les mâts et sur le réseau, d'avoir des solutions intelligentes avec du Wi-Fi partout, avec des installations qui seront en contact avec la population en termes d'information et de véhicules de communication. Donc vous voyez, il y a un gros programme sur la ville du Lamentin qui va commencer dès la fin de cette année pour le Calbassier et qui prendra ensuite la suite avec le projet sur l'ancien hôpital. Quels sont les axes forts du jumelage avec Santiago de Cuba? Écoutez, là, sur Santiago de Cuba, ça fait 25 ans que nous sommes en coopération avec Santiago. 25 ans, donc ça fait un quart de siècle. Pierre Samo a initié cette coopération à un moment où, vous le savez, juridiquement, nous n'étions pas autorisés à le faire. C'était ce qu'on avait appelé le marronnage institutionnel, nous l'avons fait. Et nous le poursuivons aujourd'hui. Je prends le relais. Et mon ambition, c'est d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous avons signé une convention avec la ville de Santiago qui va nous projeter sur les 4 années à venir, jusqu'à la fin du mandat. Cette coopération sera orientée évidemment vers des secteurs classiques que nous connaissons bien, la culture, le sport, les risques majeurs, mais en fort, nous allons développer l'environnement, toute une coopération autour de l'environnement. Nous avions déjà commencé, vous savez, nous avons réalisé avec les chercheurs cubains et ceux de l'Université de Martinique ce qu'on a appelé l'inventaire biologique rapide. Nous avons produit un ouvrage à cet effet, distribué dans les écoles, et nous allons poursuivre sur la stratégie environnementale de la ville du Lamentin, en lien avec Cuba, mais nous développons des éléments supplémentaires
qui sont liées évidemment à la santé, mais aussi au développement économique. C'est pourquoi je vous dis qu'on veut aller un peu plus loin. Nous avons signé en décembre dernier un accord de coopération avec Santiago. Nous avons aussi signé une lettre d'intention avec le ministère de la Santé de Cuba et nous avons signé un accord cadre avec l'INDER, l'Institut national des sports, pour accompagner la stratégie en politique sportive de la ville du Lamentin, pour travailler essentiellement sur le sport de haut niveau, le développement du sport de masse et le sport pour tous. Donc vous voyez, ce sont des éléments extrêmement structurants que nous mettons en place avec Santiago, mais aussi avec le gouvernement. Et puis nous travaillons de manière très spécifique aujourd'hui sur, et là on a rencontré BioCuba Pharma, qui est l'institut en pointe de la recherche cubaine, qui a travaillé sur les nouveaux médicaments cubains, mais aussi sur les 5 vaccins qu'a produit Cuba pour lutter contre la Covid. C'est un laboratoire de très haut niveau avec lequel nous allons travailler parce que nous avons l'intention de créer sur le site de l'ancien hôpital ce que nous avons appelé Caribiotech. C'est un laboratoire de recherche sur la biodiversité, sur la biotechnologie, en lien avec les besoins qui sont les nôtres. Comment voyez-vous demain une coopération générale de la Martinique avec Cuba ? Ben écoutez, moi c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux. Évidemment, ça doit faire l'objet d'une concertation très forte entre la collectivité territoriale de Martinique et Cuba. Nous avons aujourd'hui la capacité, la possibilité de le faire. Tout simplement parce que la géographie cordiale, comme on l'appelle, ou la coopération décentralisée nous autorise un certain nombre de dispositions. Donc nous avons intégré l'OECS, nous avons intégré la CEPAC, donc les organismes caribéens qui travaillent à la fois sur le champ économique comme sur le champ politique. Il faut donc concrétiser aujourd'hui par des accords ce que nous souhaitons faire avec les pays de la Caraïbe, et en particulier Cuba, qui a un potentiel de développement énorme et qui peut aussi, par son niveau, nous offrir aussi beaucoup. Donc la CTM devra se positionner sur les champs que la CTM va retenir. Je ne suis pas en capacité aujourd'hui à vous dire sur quel champ la CTM va travailler avec Cuba, mais j'appelle de mes voeux une coopération très large avec les pays de la Caraïbe et en particulier avec Cuba.